Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce live consacré à la procédure Parcoursup, un live qui est destiné à répondre à vos questions et à vous aider à comprendre cette procédure Parcoursup. Donc, je suis Karine Baloche et je suis conseillère d'orientation chez Academia. Bonsoir à tous, je suis Aurélie Poulain, je suis responsable du département orientation d'Academia. On est ravis d'être avec vous ce soir. Voilà, vous êtes déjà plusieurs à nous rejoindre. Bonjour Célina, bonjour Geneviève, bonjour Phil, bonjour K, bonjour Sheida, bienvenue à tous parmi nous. Donc voilà, Karine vient de vous le dire, ce soir, nous allons répondre à toutes vos questions sur Parcoursup. Nous sommes en pleine semaine chez Academia de l'orientation. Vous pouvez découvrir tous les jours sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram, Facebook, des contenus sur l'orientation. N'hésitez pas bien sûr à aller les consulter, à les commenter, à les liker. Et vous pouvez également retrouver mardi soir, j'avais la chance d'animer un live avec Manon Doza sur la construction du projet d'orientation. Le live est bien sûr disponible en replay sur la page Facebook d'Academia sur laquelle vous vous trouvez ce soir. Bonjour Laure, bonjour Steph. Voilà, j'imagine, est-ce que vous nous entendez bien? Déjà, dites-nous ce soir et on espère que voilà, on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, avant de débuter, voilà vos réponses, la réponse à vos questions, on tenait avec Karine quand même à vous préciser une chose. Toutes les informations qu'on va vous donner ce soir, elles sont issues de la campagne d'information de l'année dernière, donc de Parcoursup 2022-2023. Actuellement, il n'y a pas d'informations concernant des modifications de cette procédure. Malgré tout, restez à l'écoute ces prochaines semaines. On n'est pas à l'abri que le gouvernement nous annonce, Karine, encore quelques modifications. Effectivement, nous serons à l'affût. Voilà. Et donc voilà, bien sûr, on essaiera de vous tenir informés si c'est le cas. Pour débuter, peut-être qu'on peut répondre à une première question. Concrètement, Karine, Parcoursup, qu'est-ce que c'est? Alors, on va peut-être commencer par la partie la moins connue de Parcoursup, à savoir que Parcoursup, c'est avant tout un moteur de recherche qui permet de collecter des informations sur les formations qui sont présentes sur la plateforme. Donc, et l'année dernière, c'était 21 000 formations qui étaient présentes sur la plateforme. Alors, quand on parle des 21 000 formations présentes, ce sont des formations post-bac uniquement. Ce sont des formations et c'est donc des candidatures, enfin, ce sont donc des formations pour la première année post-bac. On ne retrouve donc pas, par exemple, de master sur la plateforme parce que ce sont des formations qui sont accessibles après un bac+3, par exemple. Donc, formation post-bac et formation post-bac en France. Nous ne trouvons sur cette plateforme que des formations qui sont dispensées par des établissements qui sont localisés en France. Même si certains proposent des cursus avec, par exemple, des années à l'étranger, ça reste quand même des formations dispensées par un établissement en France. Voilà. On y trouve des formations sous statut scolaire, c'est-à-dire 100 du temps à l'école. On y trouve également des formations en alternance, c'est-à-dire avec une période de formation en école, une période de formation en entreprise. Formation en alternance qu'on retrouve, je crois, Karine, de plus en plus. Il y a une offre de plus Oui, importante qui est proposée et qui séduit de plus en plus de jeunes. exactement. Offre de plus en plus importante et exactement. Il y a de plus en plus aussi de jeunes qui se tournent vers ce mode de fonctionnement. Et Karine, est-ce Exactement. que tu peux nous en dire un peu plus sur les formations qui ne seraient pas sur Parcoursup, justement? Alors les formations qui ne sont pas sur Parcoursup, ce sont souvent des formations qui, ne sont pas reconnues par l'État, formations privées, non reconnues par l'État. Alors on en a qui sont privées reconnues par l'État et qui sont sur la plateforme. Ce sont, aussi souvent des formations qui sont très professionnalisantes, comme par exemple, des écoles, qui vont former au métier, par exemple du tourisme ou de l'immobilier, donc vraiment dont l'objectif est, déjà de s'insérer dans un domaine, bien particulier, dans un domaine professionnel, bien particulier. Ça peut être aussi des cursus, il y a certaines, prépas, privées qui sont aussi hors Parcoursup et puis il y a encore, quelques, peut-être retardataires, j'allais dire, quelques doubles diplômes aussi qui peuvent, encore, être hors Parcoursup. Ouais, et donc finalement, Karine, en fait,
Parcoursup, le but, c'est de centraliser les candidatures, c'est bien ça? C'est ça et c'est la deuxième fonction et c'est celle dont on entend le plus parler en tout cas et c'est celle qui fait le plus parler et c'est peut-être celle qui fait aussi le plus, stresser les parents. C'est la fonction de centralisation des candidatures, vers les établissements que j'ai cités un peu avant, vers les formations, qu'on a vues un petit peu avant. Donc Parcoursup, c'est un intermédiaire, en fait, entre, vous, les lycéens, les étudiants en réorientation qui candidatent, et un établissement qui dispense une formation. Donc je vais le dire d'entrée parce qu'on en entend beaucoup parler, dans les médias. Non, ce n'est pas Parcoursup qui décide où vont, les lycéens qui candidatent. C'est un intermédiaire. Il transmet les candidatures qu'il a centralisées, il les transmet aux différents établissements. Ensuite, les établissements font leur sélection et transmettent à Parcoursup le résultat de leur sélection et c'est Parcoursup qui les transmet aux candidats. Donc pas d'analyse de Intermédiaire. dossier en Pas tant que tel d'analyse de dossier dans Parcours. par la plateforme en elle-même, non. Exactement. Et donc en fait, les établissements donc reçoivent les listes et c'est eux, en fait, hein, qui vont envoyer des réponses aux élèves. Mais alors du coup, Karine, Parcoursup, c'est pour qui? Alors Parcoursup, le moteur de recherche en lui-même, il est vraiment accessible à tout le monde. Il y a pas besoin d'attendre, d'avoir un compte et de s'inscrire. C'est même vraiment un outil, pardon, très puissant d'information, très complet, d'information. Heu, donc ça vraiment, c'est accessible à tout le monde. Quelqu'un qui veut savoir où se dispense, où est dispensée telle ou telle formation, heu, c'est vraiment, très complet. Et puis la 2e fonction dont on parlait, celle des candidatures, bien sûr, donc est réservée aux élèves de terminale au lycée et aux étudiants qui souhaitent, se réorienter, donc encore une fois, qui souhaitent se réorienter en première année d'une formation post-bac. Donc ça ne cons Pardon, oui, Vas-y, je t'en prie, ne vas-y. ça ne concerne donc pas, par exemple, un étudiant qui serait en première année de licence et qui souhaite, redoubler. Donc ça, c'est vraiment en interne avec son université qui va gérer cela. Il ne recandidate pas, sur Parcoursup pour redoubler une année. Alors Karine, on a une question d'Hugo qui nous demande, mais alors, pour faire une école à l'étranger, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut, voilà, donner quelques informations à Hugo sur ce sujet? Alors, il y a des pays qui, comme nous, ont un système un peu similaire de centralisation. Je pense au Royaume-Uni, avec le système, UCAS. Et voilà, je sais qu'en Corée, c'est la même chose. Il y a plein de pays pour lesquels c'est la même chose. D'autres pour lesquels il faut vraiment faire des candidatures université par université. Je pense aux États-Unis, par exemple, ce sont vraiment des candidatures qu'on va, déposer dans chaque établissement visé. Mais il y a pas c'est pas quelque chose qui est centralisé en France pour tout l'étranger, en fait. Voilà, donc en fait, c'est vraiment au cas par cas, hein, selon le pays, Hugo, Exactement, voilà, qui vous ouais intéresse. Voilà. et ce sont parfois des démarches. Le calendrier peut être également différent. C'est-à-dire que, par exemple, pour les États-Unis, là, certaines candidatures sont clôturées ou vont l'être là très bientôt. Alors Anne nous demande quel est le calendrier de Parcoursup. Alors Anne, on va en parler dans quelques instants. Voilà, voilà, restez bien avec nous. Alors une question aussi, Karine, est-ce que c'est obligatoire de s'inscrire sur Parcoursup? Alors non, ça n'est pas obligatoire. Maintenant, c'est quelque chose que l'on conseille puisque, les formations hors Parcoursup dont on parlait tout à l'heure sont toutes, sélectives. Donc, vous pouvez avoir une réponse, négative. Et puis, ça reste une solution, je dirais, de sécurité. Tout à fait. Alors du coup, Karine, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce calendrier comme, nous le demandait, Anne? Alors, sur le calendrier Parcoursup de cette année, alors chaque année, on est à peu près sur les mêmes, périodes, les mêmes échéances, les mêmes périodes. Alors le calendrier a été dévoilé il Dévoilé. y a il y a quelques semaines. Donc cette année, le moteur de recherche ouvrira le 20 décembre. Heu C'est-à-dire qu'au 20 décembre, vous aurez des fiches sur les différentes formations
vous aurez des fiches à jour avec, notamment les dates des portes ouvertes, le contenu de la formation et cetera. On y reviendra un petit peu après sur le contenu des fiches, du moteur de recherche. Ensuite, de mi-janvier à mi-mars, donc 17 janvier, 14 mars, vous allez pouvoir vous inscrire et formuler vos vœux. Sélectionner du coup les formations qui vous intéressent et les sélectionner dans votre espace, dans l'espace candidat. Et ensuite, on aura jusqu'au 3 avril pour, finaliser les dossiers, à savoir, rédiger les lettres de motivation qui s'appellent, sur Parcoursup les projets de formation motivés, pour, rédiger la rubrique activités centre d'intérêt, qui est un peu l'équivalent du CV sur Parcoursup et puis ça laissera le temps aux établissements également de faire remonter, les notes. Alors les notes de première, elles y seront déjà, mais, notamment on a sur Parcoursup les notes, du 1er et du 2e trimestre de terminale. Alors pour répondre à une question, d'Aurélie qui nous demande, quelles sont les attentes sur les motivations à écrire dans Parcoursup et ben, justement Aurélie, vous allez pouvoir, à partir du 20 décembre, aller consulter les fiches des établissements, qui vous intéressent et là, vous aurez les attendus qui seront, précisés et qui pourront vous aider à, rédiger justement ces projets, de formation motivée. Toutes Mmh. ces informations, vous verrez, et bien d'autres seront présentes sur les fiches, des établissements qui vous intéressent. C'est ça, on peut en dire 2 mots maintenant si vous le souhaitez, très rapidement. Effectivement, vous avez dans chaque fiche, formation, vous avez un onglet avec les critères, en fait, qui sont, retenus par, que les différents établissements, ont considéré comme étant importants. Alors vous avez un pourcentage, en fait, pour chaque, critère. Alors je peux vous en citer quelques-uns. Donc on a les résultats scolaires, ça peut être les compétences, les méthodes de travail, et le savoir-faire. Alors c'est des choses aussi, j'allais dire basiques, non c'est pas basique, mais comme les capacités rédactionnelles par exemple ou la culture générale. Vous avez également des formations qui vont attacher de l'importance au savoir-être. Donc ça peut être par exemple, de la curiosité, ça peut être par exemple le fait de travailler, savoir travailler en groupe, par exemple, ça peut être de l'autonomie, et puis vous avez effectivement un item autour de la motivation et la cohérence du projet et là, c'est principalement sur le projet de formation motivé qu'ils se baseront, mais pas uniquement. Et puis, les engagements, activités et centres d'intérêt. Donc ça, pour chaque, formation, en fait, chaque formation a le droit de décider quelle importance elle accorde à chacun de ces critères. Et vous avez, pour chacun de ces critères, sur quels éléments il se base pour juger. Donc c'est vraiment franchement très complet et vous partez, pour rédiger le projet en sachant exactement quelles sont les attentes. Alors Marjolaine nous demande, comment ça se passe quand on passe en candidat libre? Parce qu'on n'a pas de notes, nous dit-elle. Mais si, on a des notes quand on passe, en candidat libre. Karine? Oui, c'est ça, on a des notes. Après, en candidat libre, ce qui peut éventuellement vous manquer pour l'inscription, c'est le numéro INE, qui sert à s'inscrire, mais il y a une procédure du coup où il faut cliquer juste sur, «Je n'ai pas de numéro INE» et vous pouvez, retracer, rentrer vous-même, les éléments. Mais, mais candidat libre, normalement, il y a des notes, ouais. Voilà, il y a des notes, c'est juste qu'il n'y a pas de contrôle continu et que les épreuves doivent être passées par les élèves, Mmh. en examen terminal. Mais les notes qui sont quand même délivrées par le CNED, rentrent comme les notes des bulletins, finalement, pour Mmh. les élèves, dans des cursus, classiques. Alors ensuite, Karine, est-ce que, bah, tu peux nous donner quelques conseils? Par quoi on commence, heu, quand à l'ouverture de la plateforme? Alors je dirais même, dès maintenant, je conseillerais déjà de commencer à réfléchir, à la liste de vœux, vraiment sans se mettre, de frein, sans préjugés, de faire vraiment une liste très large de ce qu'on voudrait, même si ce sont des choses qui peuvent sembler peut-être, inaccessibles, au départ. Donc vraiment faire, une liste, assez complète et puis surtout une liste, qui reprenne, des plans A, des plans B et des plans C. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir une idée précise, de ce qu'on veut faire, mais il faut se dire qu'il y a une sélection et qu'il faut donc prévoir des plans B qui soient, plus accessibles, moins sélectifs,
Alors pour ça, ce qui est très bien sur Parcoursup, c'est que nous avons la sélectivité des différentes formations qui est indiquée. Cela permet de mettre des choses qui vont être très sélectives peut-être et de choses qui le sont moins. Donc il y a vraiment une règle d'or, pour, quand on fait sa liste de vœux Parcoursup, c'est vraiment de diversifier. Alors diversifier, je l'ai dit en termes de sélectivité, mais c'est diversifier aussi en termes de filières et donc c'est le moment aussi, si vous ne connaissez pas bien, les différentes filières qui existent, de vous renseigner un petit peu sur celle qui correspond à votre profil. Si je prends un exemple, par exemple, je pense, à l'informatique, mais le commerce, c'est un peu la même chose, par exemple. Vous avez vraiment, je pense que l'ensemble des filières de l'enseignement supérieur français qui existent, délivrent un diplôme, enfin délivrent ont, une spécialisation, en informatique, que ce soit le BTS, le BUT, l'école d'ingénieur. Il y a même une prépa maintenant, informatique. Enfin vraiment, c'est vraiment très large. Mais toutes ces filières, elles ont des spécificités, elles s'adressent à des profils, différents et du coup, ce qui est important là maintenant, c'est de commencer à lister tout ce qui existe et puis d'aller voir éventuellement les professeurs, de faire les portes ouvertes aussi, des différents établissements pour voir vraiment celles qui correspondent. Donc voilà, Pascal, vous voyez, pour comment on trouve, les formations qui vous intéressent quand on a déjà une idée de métier, et ben, on va commencer, par le moteur de recherche Parcoursup en tapant, ces mots-clés. Ça va vous donner, les formations effectivement aussi bien en BUT, qu'en école d'ingé qui peuvent, heu, correspondre à vos attentes et ensuite, selon les attendus, vous pourrez comme ça un petit peu Mmh. faire votre classement. Après, on peut Heu aussi consulter un conseiller d'orientation justement qui pourra, faire le lien entre, le projet professionnel et la formation adéquate. Conseiller d'orientation, il y a des sites aussi éventuellement qui peuvent aider, ONICEP, CIDJ, Tout à pour les fait. plus connus. Et si vous souhaitez vous faire accompagner par un conseiller d'orientation, n'hésitez pas à contacter, vos agences, Acadomia. Voilà, nous vous mettrons bien sûr en relation avec un conseiller, d'orientation pour répondre aussi à ces questions. Alors Karine, on a plusieurs questions aussi, qui reviennent. Hem, Comment fait-on pour avoir un bon dossier, Parcoursup? Qu'est-ce qu'on va, devoir, mettre en avant? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, je vais faire une réponse peut-être un peu de normande, ça dépend des formations, je Bien dirais. entendu. D'une formation à une autre, en fait, encore une fois, les attendus ne sont pas les mêmes. Par exemple, pour, rentrer en licence de droit, on va plutôt, regarder les capacités rédactionnelles, par exemple. On va, regarder un petit peu la culture générale, on va l'ouverture d'esprit, la curiosité et cetera, la rigueur même. C'est pour ça que même en licence de droit, on apprécie les élèves qui ont fait des mathématiques. Et puis, par exemple, si vous candidatez sur un BUT, par exemple, je sais pas, je vais dire, mesures physiques, bon, ben, là, on va regarder plutôt les résultats en mathématiques, Heu et puis sur une autre formation, on va s'attacher plutôt à ce que vous avez fait en dehors. Je pense aux IFSI par exemple, les instituts de formation, en soins infirmiers. Là, on va plutôt être attentif à qui est le candidat, sa personnalité. Donc on va aller chercher dans ses engagements extrascolaires, dans ses, activités, les signes, qui permettent d'avoir des précisions sur qui est le candidat, si c'est quelqu'un qui est ouvert aux autres, qui aime aider, et cetera. J'espère avoir répondu, je sais pas si c'était exactement l'objet de Alors la question. ouais, on a eu, plusieurs fois de cette question, donc vous voyez, voilà, il y a pas une réponse unique encore une fois. Au moment où la plateforme va ouvrir, vous pourrez vous renseigner, là aussi, voilà, sur ce qui vous intéresse et ça vous permettra d'orienter la complétion de votre dossier. Si vous nous regardez que vous êtes élève de première, vous pouvez également faire cette démarche pour là aussi, encore une fois, préparer, votre dossier, en amont et maximiser, vos chances d'intégrer la Tout à formation, fait. la filière de votre choix, de votre, Par rêve, si par je e puis par dire. exemple, en seconde et en première, on a souvent la question aussi des élèves, du choix pour ceux qui choisissent la filière générale, du choix des spécialités. Bah, quelquefois aussi dans les fiches, vous allez avoir l'indication des spécialités qui sont, privilégiées, par exemple. Ces fiches sont vraiment très complètes, effectivement. Mmh. Certaines vont s'attacher beaucoup plus aux résultats scolaires, d'autres, à la personnalité. Encore une fois, il faut vraiment aller se renseigner, aux portes ouvertes et sur la fiche, de la formation.
Alors Stéphane qui nous dit, voilà: «Quand on est un élève de seconde, et qu'on n'a aucune idée de ce qu'on veut faire et des quelles sont les spécialités les plus favorables pour éviter de se fermer des portes?» Alors, je pense que Stéphane, ouais, faire une réponse un petit peu, que j'ai essayé d'apporter, mardi déjà sur le live, sur la construction du projet d'orientation. Peut-être qu'il faut commencer par, par réfléchir, à soi, à qu'est-ce qu'on aime, qui l'on est, apprendre d'abord à se connaître. Pourquoi pas justement faire un travail avec un conseiller d'orientation pour pouvoir faire un choix, non pas en se disant: «Bah, qu'est-ce qui va me laisser les portes, les plus grandes ouvertes?» mais dans quelles options finalement je vais m'épanouir, je vais me sentir bien. Parce que ça va permettre là aussi, bah, finalement d'ouvrir des portes. Parce que quand on se sent bien, quand on étudie, des spécialités qui vous intéressent et ben forcément, on va, aussi avoir peut-être des meilleures notes parce qu'on va s'engager, plus volontairement et on va pouvoir comme ça construire son projet. Donc ouais, j'espère, là aussi Stéphane avoir répondu à votre question. Oui, c'est ça, il faut vraiment éviter de choisir les spécialités qui semblent être celles qui ouvrent le plus de portes, parce que si elles ne vous correspondent pas, elles ne vous mettront déjà vous allez difficilement trouver de la motivation, pour les suivre et en plus ce sera compliqué d'avoir un dossier, performant qui derrière vous permettra d'accéder une fois que vous aurez défini quelque chose d'un peu plus précis, ça vous permettra difficilement du coup de vous démarquer. Alors une question qui revient à plusieurs reprises aussi, Karine, on disait donc que les notes, sont prises en compte, dans Parcoursup versus la moyenne de la classe. Du coup, Mmh. quand on est dans un établissement, d'excellence et qu'on a des résultats moyens, est-ce qu'on risque d'être défavorisé sur Parcoursup? Alors, il y a le chef d'établissement indique, quel est le niveau de la classe déjà. Si vous êtes dans une très bonne classe avec des très bons élèves, ça sera indiqué et ce sera pris en compte du coup parce que forcément quand on est dans une très bonne classe et qu'on est au milieu de la classe, ça ne signifie pas la même chose que quand on est dans un milieu de classe, dans une classe où tout le monde est à peu près du même niveau. Ah donc Donc celle voilà, sur donc ça sera indiqué. Après sur les établissements qui sont très sélectifs, c'est quelque chose, c'est une question, je l'entends et je le comprends, qui revient régulièrement, qui revient, chaque année. Heu, Effectivement, il y a des établissements qui, permettent peut-être moins que d'autres de se démarquer. En tout cas sur l'aspect, purement scolaire, mais il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles vous pouvez aussi vous démarquer, à côté. Alors Nadège qui nous demande, quand son fils aura une réponse définitive. Donc Nadège, en fait, les réponses arriveront, à partir du 30 mai, mais on ne peut pas vous donner une date de réponse, définitive parce que tout dépendra finalement, des vœux sur lesquels il sera accepté et des réponses également qu'il formulera. Donc à partir du 30 mai, il aura des réponses. Voilà. Alors une question aussi, Karine, qui revient à plusieurs reprises, une question, très importante sur Parcoursup. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre les vœux et les sous-vœux? Ah, alors oui, effectivement, donc ça, j'avais prévu de vous en parler, un petit peu après. Sur Parcoursup, on vous dit souvent que vous allez formuler des vœux, c'est l'expression, qui est utilisée. Donc on vous dit que vous pouvez formuler 10 vœux. Alors déjà, c'est 10 vœux sous statut scolaire, plus 10 vœux en alternance, donc vous pouvez en faire 20. Mais un vœu, finalement, qu'est-ce que c'est? Généralement, un vœu, c'est, un établissement enfin, c'est une formation plus un établissement. Mais dans beaucoup de cas, ça va être un vœu qui va être une formation. Je vais prendre un exemple, ce sera beaucoup plus compréhensible. Par exemple, un BUT, j'ai utilisé cet exemple-là tout à l'heure. Le BUT mesures physiques, par exemple, ça peut être un vœu et tous les établissements dans lesquels, ce BUT, est proposé seront des sous-vœux. Donc le vœu, ça s'appelle un vœu multiple du coup, c'est la formation et le sous-vœu, c'est l'établissement et donc vous pouvez mettre 20 sous-vœux au total dans votre panier, dans votre liste de vœux, et pour une même formation, vous pouvez en mettre, 10 maximum. Après on a des exceptions. On a par exemple dans les formations paramédicales, on a des groupements je parlais des IFSI tout à l'heure, les instituts de formation en soins infirmiers, pardon. Ils peuvent être, regroupés à une échelle, c'est un regroupement géographique souvent et dans ces cas-là, ça compte comme, c'est le groupement entier qui compte pour un vœu et les sous-vœux chaque établissement et là, vous ne pouvez en mettre que 5 au total.
Alors Amandine nous dit que, bah, son fils est en sport-études et donc de ce fait, il a un aménagement, horaire et il passe son bac sur 2 ans. Il aura donc un an de plus que les autres élèves quand il passera son Mmh. bac et qu'il arrivera sur Parcoursup. Est-ce que ça peut être défavorable et est-ce qu'on peut valoriser ce type de parcours? Oui, totalement, oui, oui, c'est même souvent des parcours qui sont, appréciés par les établissements d'enseignement supérieur. Déjà donc ce sera, il y aura les bulletins, il y aura les appréciations des professeurs et puis il y a, une rubrique qui s'appelle «Éléments liés à ma scolarité» où là totalement on peut expliquer un petit peu quel est le parcours et puis ce sera quelque chose qui sera valorisé aussi forcément, dans la rubrique, j'appelais, tout à l'heure le CV de Parcoursup, donc la rubrique activités et centres d'intérêt. Donc c'est pas quelque chose qui va le pénaliser. Alors, on nous demande aussi une question qui revient à plusieurs reprises. Est-ce que, il est conseillé, de faire 10 jeux ou est-ce qu'on peut en faire moins? Qu'est-ce que tu, nous Alors, conseilles, on est Karine? totalement libre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Maintenant, moi, j'ai tendance à conseiller de maximiser ses chances. Plus il y a de vœux, plus il y a de chances, en fait. Par contre, je vous déconseille de mettre des vœux ou si vous savez pertinemment que vous n'irez pas dans cette formation, je dis n'importe quoi, c'est très bien d'être mobile, mais par exemple, vous habitez à Lille, vous mettez une formation, à Marseille et vous savez pertinemment que, déjà financièrement, ce sera pas possible d'avoir un appartement. Voilà, pour des raisons, de contraintes familiales, ce sera pas possible de bouger géographiquement, bah, ça sert à rien, donc on va essayer de diversifier autrement. Mais oui, plus on utilise les possibilités et plus on a de chances d'avoir des réponses positives. Alors Géraldine, l'ordre des vœux est-il important? Non, en fait, ce n'est pas un classement. Pour Parcoursup, tous vos vœux ont la même valeur. Il n'y a pas de notion de hiérarchie. Peut-être plutôt pour vous, finalement faire, ce classement, pour au moment où arriveront les choix, que vous soyez voilà, que vous puissiez prendre une Mmh. décision, assez rapidement. Alors je vois une question, les écoles de commerce, sur concours sont-elles intégrées dans Parcoursup? Donc oui, les écoles de commerce, la plupart maintenant des écoles de commerce, sont sur Parcoursup et elles sont regroupées, à l'échelle des concours quand elles sont, regroupées autour d'une banque d'épreuves, par exemple, Sésame. Donc vous allez le vœu, ce sera le concours Sésame et les écoles qui seront à l'intérieur seront, des sous-vœux. Alors Ophélie nous demande si, on pourrait, envisager de se domicilier ailleurs pour avoir plus de chance. Alors effectivement, alors je profite de cette question pour, reparler du domicile. En quoi le domicile, de la famille est important, sur Parcoursup? Alors il se trouve que sur Parcoursup, vous avez des formations dites sélectives et des formations non sélectives. Les formations, non sélectives sont principalement, les licences pour lesquelles, vous êtes prioritaire dans l'académie dans laquelle vous résidez. Donc c'est là que ça peut avoir son importance, notamment sur des filières en tension comme, le droit, PASS, médecine, STAPS ou psychologie. On sait très bien que, il y a très peu de chances d'intégrer si, on arrive, d'une académie, extérieure. Donc voilà, j'explique pourquoi on peut avoir envie de changer la domiciliation, de la famille. Par contre, effectivement, Parcoursup va demander des justificatifs, et il faut que ces justificatifs soient au nom des parents, heu, exclusivement. C'est-à-dire qu'ils demandent, livret de famille et cetera. Enfin, mais c'est possible de le faire, mais c'est possible à condition que ce soit réel. Si les parents déménagent, par exemple, enfin voilà, il peut y avoir différentes, configurations, mais c'est quelque chose qui est très encadré. Ouais. Donc, Hugo nous demande si, voilà, dit qu'il veut essayer de faire un concours par lui-même à côté de Parcoursup. Alors Hugo, la plupart des écoles qui sont sur, concours, je pense par exemple aux écoles de commerce, aux écoles d'ingé, sont sur Parcoursup aujourd'hui et les concours, suivent le même calendrier, Karine, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui, oui. Oui, oui, je suis pas sûre d'avoir compris la question effectivement, ce que Hugo précise à côté de mon Parcoursup. Mais sauf que, la préparation des concours, enfin les concours, les banques d'épreuves, alors je ne sais pas si c'est, ingénieur ou si c'est, commerce, mais, faudra passer par Parcoursup. Alors souvent on crée son espace, personnel sur le site, de la banque d'épreuves,
mais ça passe bien, c'est bien sur Parcoursup, oui. Valérie nous demande si les licences ne sont pas sélectives dans l'académie de l'étudiant. Alors non, les licences ne sont pas sélectives, ça veut dire que vous ne pourrez jamais, recevoir de réponse négative. Les seules licences qui sont sélectives sont les doubles licences, les doubles cursus. Par exemple, une, double licence, droit sciences, par exemple, là, c'est sélectif. Mais les cursus, simples ne sont pas sélectifs. Alors quand je dis que vous ne pouvez pas avoir de réponse négative, malheureusement, c'est pas vous êtes quand même pas assuré d'avoir une réponse positive tout de suite et quelquefois, il faudra entreprendre des démarches pour pouvoir effectivement obtenir, une place que normalement on a de droit. Mais non, les licences ne sont pas sélectives, dans l'académie dans laquelle on réside. C'est pas l'académie dans laquelle on est au lycée, hein, c'est académie dans laquelle on réside. Et pour l'Île-de-France, en fait, c'est, mutualisé, académie de Créteil, Versailles, et Paris. Alors concernant l'ordre des vœux, je n'ai pas bien compris le fait que Parcoursup n'en tienne pas compte. En fait, Parcoursup, effectivement, pour Parcoursup, il n'y a pas de classement Non. de vos vœux, dans le sens, il n'y en a pas un, qui est prioritaire sur l'autre. Donc en fait, vous aurez des réponses à tous vos vœux et c'est à vous, finalement, c'est à vous de décider, quel est le choix que vous préférez mettre en avant. Donc Effectivement, il y a quelques années, en fait, je crois que Parcoursup fête sa 7e année, donc il y a 7 ans, pour parler comme une ancienne. Effectivement, c'était un dispositif pour lequel il fallait classer et mettre le vœu qu'on préférait et enfin classer ses vœux. Parcoursup ne le demande pas. Tous les vœux sont analysés par les établissements, à égalité. Et d'ailleurs, les établissements de la liste n'ont pas connaissance des formations que vous demandez à côté. C'est-à-dire que si vous postulez, je dis n'importe quoi, en BUT, toujours en mesures physiques, à Bordeaux, ils sauront pas que vous avez postulé également à Marseille, par exemple. Alors, je vais, répondre à la question de Stéphane qui nous dit que voilà, on lui a dit que c'était important, de s'investir au lycée ou encore de faire des activités extrascolaires ou dans des associations et qui demande si en fait entre 2 dossiers à 18/20 sans aucune activité et un à 13/20 mais avec beaucoup d'investissement, il semblerait, que des fois ils choisissent une moyenne inférieure soit privilégiée. Alors oui et non, parce que là, l'écart de notes est tel, Stéphane, que non, voilà, l'élève à 18 sera certainement préféré. Néanmoins, à dossier égal, mettons, si on a 2 élèves qui ont 13/20, oui, il y a de fortes chances que l'établissement privilégie celui qui a fait des activités, celui qui s'est investi. Parce que les établissements cherchent aussi des personnalités. Ils ne veulent pas juste des élèves, à bonne note, mais ils veulent aussi des élèves qui vont apporter des choses, qui vont avoir des personnalités et c'est vrai qu'un élève qui, a montré des engagements étudiants, enfin des engagements dans des vies associatives, qui ont, mené des activités en lien avec les formations, mais ça, c'est des choses qui vont apporter à l'école, qui vont apporter une plus-value et autant un élève qui est peut-être un petit peu juste dans une matière, il pourrait être renforcé dans l'enseignement supérieur. Par contre, sa personnalité, ce qu'il a démontré, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever, qu'on ne peut pas rattraper quelque part. Donc oui, voilà, enrichissez, vous d'activités, scolaires et extrascolaires, ça enrichira aussi votre dossier et votre possibilité d'être admis dans la formation qui vous intéresse. Après, comme on le disait tout à l'heure, hein, on sait très bien qu'il y a des formations comme les prépas, par exemple, où ils vont essentiellement regarder les notes. D'autres, encore une fois, seront plus attentifs, comme disait, Aurélie, à la personnalité et attacheront moins d'importance aux notes. Mais tout ça, c'est indiqué dans la fiche, Parcoursup, de l'établissement en question, de la formation en question. Alors Virginie, qui s'interroge donc sur le fait que, voilà, nous disions effectivement à l'instant que les licences n'étaient pas sélectives et donc son fils, même avec un dossier pas fantastique, sera forcément pris en STAPS Île-de-France. Attention, Virginie, il y a ce qu'on appelle des licences en tension. Mmh. La licence de droit, la psychologie, les STAPS, la médecine, sont des licences dites en tension. Ça veut dire qu'il y a plus de candidats qu'il n'y a de places dans ces licences. Donc même si, c'est une filière qui est non sélective, ça ne veut pas dire pour autant que votre fils sera automatiquement pris. En Alors revanche, STAPS. voilà, vas-y, Karine, je te laisse compléter. Non, 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 pardon, je voulais pas couper, mais c'est le je voulais juste dire que STAPS justement et je fais le lien avec la question précédente, c'est totalement le style de formation qui va attacher de l'importance aux activités, qu'il y a, en dehors du bulletin scolaire. Tout à fait, effectivement.
Et notamment, ils demandent même, souvent à ce qu'il y ait, hem, comment dire? Une preuve que le jeune est licencié, dans un club, qui est affilié à une fédération, par exemple, ou que le jeune ait passé le BAFA. Donc ça, ce sont des plus et c'est une des rares formations pour lesquelles on peut justement télécharger des justificatifs, alors que Parcoursup, en général, s'il y a pas de pièces demandées, on peut rien ajouter. Il y a très peu de formations qui en demandent, mais les licences de STAPS font partie de ces formations qui demandent des pièces, justificatives pour montrer qu'il y a, une activité, extrascolaire, sportive, ou dans l'animation et cetera. Alors Dimitri qui nous demande: «Combien de lettres de motivation faut-il écrire, Karine?» Est-ce que Autant tu que peux de nous dire sous-vœux, voilà, de nous donner vœux, quelques infos sur ces lettres de motivation, Karine? alors, on appelle ça les projets de formation motivés et ce sont des exercices rédactionnels en 1 500 caractères, quelques formations qui acceptent plus, mais en général, c'est 1 500 caractères, on en fait une par formation qu'on demande et par établissement. Donc il y en a bien une par sous-vœu. Si, par exemple, vous demandez une prépa dans 10 lycées différents, il y aura bien 10 projets de formation motivés, à rédiger. Pour, les écoles de commerce, alors sauf s'il y a eu changement, mais je crois pas que ça ait changé l'année dernière, vous faites une lettre de motivation pour tout le dossier de mémoire. Mais sinon, la plupart du temps, c'est vraiment une par, sous-vœu. Voilà et attention parce qu'on parle de manière un peu abusive, on utilise un peu abusivement ce terme de lettre de motivation. Ça s'appelle en fait donc projet de formation motivé et ça ne répond pas au code en tant que tel d'une lettre de motivation dans le milieu professionnel. C'est vraiment comme disait Karine, 1 500 caractères finalement, c'est un paragraphe, Oui hein. et c'est Donc très court, 1 500 ouais, c'est très caractères, ouais, court. c'est à peu près une demi-page, une vingtaine de lignes, dans lesquelles on va exprimer, forcément sa motivation. Alors c'est important, hein, la lettre de motivation, je sais on entend dans les médias chaque année des élèves qui disent qu'ils ont je crois une fois j'avais entendu une recette de cuisine qui avait été, mise et puis l'élève avait été prise. Très bien, il y a effectivement des formations qui ne les liront peut-être pas, voilà, mais la plupart les lisent et sont attentifs au contenu, donc ce n'est pas juste un exercice, avec, rempli de lieux communs ou et qu'on va aller copier, sur internet. Il faut que ce soit quelque chose qui vous corresponde, qui soit réfléchi, qui soit simple, hein, on cherche pas forcément à utiliser des termes, qui ne vous correspondent pas ou des termes, compliqués ou des termes, encore une fois, de lettres de motivation qui seraient, très professionnels. Mais il faut vraiment que ça mette en avant vos compétences et vos connaissances. Et là aussi, donc elles doivent Damien, pour répondre à votre question, non, elles ne sont pas manuscrites, elles sont, saisies dans Oui. Parcoursup. Et là aussi, si vous souhaitez, être accompagné dans la rédaction de ces lettres de ces paragraphes, on va dire, qui correspondent vraiment à des codes précises, où là aussi on sait, qu'on peut utiliser certains mots-clés en reprenant les attendus des formations. N'hésitez pas à contacter, vos centres Acadomia. Nos conseillers d'orientation sont aussi là pour vous aider à rédiger ces lettres. Donc ils ne les rédigeront pas pour vous, bien entendu, mais ils vous aideront à bien voilà, les rédiger, à mettre en avant les bons éléments, à faire ressortir, les éléments importants de votre personnalité, de vos motivations. Donc n'hésitez pas effectivement à contacter encore une fois vos agences Acadomia pour, être mis en relation avec un conseiller d'orientation qui vous aidera, là aussi à rédiger ces lettres. Je vois la Heu question de Géraldine, le SNU apporte-t-il un plus? Parce qu'on revient sur, l'engagement. Alors, il y a 2 éléments. Pour moi, c'est un plus déjà pour vous, pour la personne qui va le réaliser. Toute expérience pour moi extrascolaire est un vrai plus, pour aider le jeune à construire son projet d'orientation. Et puis ce sera un plus, encore une fois, sur certaines formations qui vont accorder de l'importance à ce genre de choses. Mais on peut pas faire de généralité, pardon, en disant que ça ouvrira toutes les portes. Non, mais pour certaines formations, ce sera réellement un vrai plus. Voilà. Alors Karine, on a beaucoup de questions sur justement qu'est-ce qu'on peut mettre en avant pour optimiser sa candidature? Donc est-ce que tu nous parlerais des rubriques, justement activités centres d'intérêt? Quelles sont ces rubriques et qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Alors effectivement, l'équivalent du CV, on va dire, sur Parcoursup s'appelle la rubrique activités centre d'intérêt. Alors elle est écrite comme facultative, mais bien entendu, je vous conseille de soigner sa rédaction. Donc elle est composée de 4 paragraphes différents.
qui vont vous permettre de mettre en avant, dans un premier temps, vos expériences d'animation et d'encadrement. C'est notamment là que les jeunes qui ont passé le BAFA, par exemple, vont pouvoir le stipuler. Et c'est pas juste j'ai passé le BAFA, c'est expliquer pourquoi on a passé le BAFA, ce que ça nous a apporté, ce qui nous plaît, et puis les différentes expériences en centre de loisirs, par exemple, qu'il y a pu y avoir. Vous avez également une rubrique pour mettre en avant votre engagement citoyen. Alors ça peut être par exemple des jeunes qui sont investis dans des associations, qui sont au conseil d'administration par exemple d'associations, qui sont au conseil municipal des jeunes, qui sont investis, qui ont créé par exemple leur propre association, hein, puisqu'à partir de 16 ans on a le droit en France, qui ont par exemple des valeurs autour de l'écologie qui sont très importantes et qui souhaitent voilà, créer une structure autour de ça. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on va mettre en avant, ou même quelqu'un qui participe à une j'allais dire, comment on appelle ça, des journées nettoyage de la nature, par exemple, ça peut tout à fait rentrer dans ce cadre-là. Ensuite, on a une rubrique qui est plus tournée autour des expériences professionnelles. Donc là, on va y mettre les stages qu'on a réalisés. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse et dire que les stages aussi, on n'est pas obligé de faire, enfin, on peut ne faire d'autres stages que ceux qui sont imposés dans le cursus scolaire. Je pense aux stages de troisième. Ceux qui sont en seconde cette année ont également un stage obligatoire. Mais bien évidemment et heureusement, on peut faire d'autres stages pour améliorer sa connaissance du monde professionnel, et je vous encourage très vivement à faire d'ailleurs des stages pour tester votre projet professionnel. Votre établissement scolaire pourra vous fournir des conventions de stage, ou alors la chambre de commerce et d'industrie ou les missions locales également fournissent des conventions de stage. Donc ça, c'est très important et c'est là que vous pourrez l'indiquer. Et enfin, vous avez une dernière rubrique autour de votre j'allais dire engagement culturel, c'est pas engagement, mais de vos goûts en matière culturelle, votre ouverture d'esprit, voilà, votre éventuellement si vous avez réalisé des voyages à l'étranger. Alors bon, on va pas mettre en avant forcément que on est allé se faire bronzer sur la plage quelque part, mais c'est plus la découverte des différentes cultures. Voilà, c'est vraiment tout ce qui va montrer que vous êtes quelqu'un d'ouvert et qui s'intéresse au monde qui l'entoure. Alors, j'espère que ça aura répondu à une partie de la question d'Hugo, qui demandait si on pouvait valoriser, dans Parcoursup, ces stages, un stage à l'étranger. Donc là, je pense que, Bien ça rentre sûr. tout à fait dans le cadre. Mais Ouais, ouais. attention Karine, il y a une petite subtilité à la demande d'Hugo, c'est que son stage, il va l'effectuer pendant les vacances d'été. Est-ce qu'il peut le mettre quand même en avant dans Parcoursup? Alors il peut le mettre en avant, bien évidemment, et à partir du moment où il explique que ça va être réalisé, puis qu'il explique, en quoi ça va consister, bien sûr, il y a aucun problème. Je Donc dis pas voilà, que ce sera pris, après je voilà, je ne suis pas la personne qui interprète, ces rubriques-là, mais bien sûr qu'on peut l'indiquer. alors Marjolaine nous dit: «Merci beaucoup pour ce live, ça détend par rapport à tout ce qu'on entend sur Parcoursup». Merci, beaucoup, pour ce message et d'ailleurs j'en Mmh. profite pour vous dire que, ce live ne sera pas le seul qui sera consacré à Parcoursup. On va vous accompagner comme ça un petit peu tout au long, de la procédure. Avec Karine, nous serons également, avec vous, le jour de l'ouverture de la plateforme pour là aussi répondre aux nouvelles questions qui pourraient arriver et un autre live aussi aura lieu, fin mai au moment des réponses. Donc voilà, on sera là, avec vous, un peu pas à pas pour répondre à vos questions et d'ailleurs Karine, j'en profite, il y avait une question tout à l'heure autour des fiches à venir. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots, des fiches à venir? Oui, en fait, la fiche à venir, c'est ce que vont rédiger les professeurs, en conseil de classe ou le professeur principal en consultant les autres professeurs de la classe. C'est un avis, en fait, qui est rendu sur, l'élève, et sur les vœux qu'il va formuler. Et ça va un petit peu plus loin que juste l'aspect scolaire, puisque ça indique également si l'élève a eu des expériences d'encadrement, par exemple dans le lycée, si c'est quelqu'un d'investi, si c'est quelqu'un qui est autonome,
Alors je ne sais plus, il y a 3 ou 4 rubriques comme ça, autonomie. Voilà, ce sont des cases à cocher, hein. Enfin les professeurs vont juste cocher, oui, un petit peu, beaucoup, alors je sais plus quelle est la formulation exacte, veuillez m'excuser. Mais voilà, ça va. Donc il y a l'aspect scolaire, les notes, les résultats, un commentaire du professeur, le chef d'établissement sur, sur les vœux que vous avez formulés et votre, capacité à réussir dans ces formations-là, en tout cas ce que lui il pense. Et puis, donc, si vous êtes investi ou pas, dans le lycée, comment vous vous comportez entre guillemets dans le lycée, et quand je dis comporter, c'est pas au sens, discipline du terme, c'est au sens, investissement. Alors une question aussi, Karine, est-ce qu'il y a une différence de traitement pour les élèves en lycée privé et Mmh. en lycée public sur Parcoursup? Ouais, c'est une question qui revient, régulièrement. Alors c'est pas tant, non, lycée public, lycée privé, heu, normalement non, il y a pas de différence de traitement. Je peux pas dire plus malheureusement, mais normalement non, il y a pas de différence de traitement. Alors, est-ce qu'une formation en alternance est accessible après un bac général? Et si oui, comment on s'y prend? Alors totalement, oui. Les formations en alternance sont accessibles après tout type de bac, et elles sont disponibles dans quasiment toutes les formations maintenant. Alors pas toujours en post-bac, j'avoue. Je pense aux écoles de commerce, par exemple, c'est souvent, à partir de la troisième année. Mais sur des BTS, sur des BUT, effectivement, on va avoir, de l'alternance disponible. Pas en prépa, par exemple, ça se fait pas du tout, mais ça c'est normal, enfin, ça ne colle pas du tout avec l'esprit, en fait, de ces 2 années. Et donc comment on s'y prend? Beh, en fait, c'est un peu comme si on cherchait, un emploi, c'est-à-dire qu'on doit à la fois postuler sur, Parcoursup, déposer sa candidature sur Parcoursup auprès d'une formation, et en parallèle, en fait, on mène une recherche d'emploi en alternance. Alors, il y a différents sites qui existent pour ça. On peut faire aussi des candidatures spontanées, mais je sais en site, par exemple, qui me vient à l'esprit là tout de suite, il y a un site qui s'appelle, Un jeune, une solution, qui est un site, gouvernemental, sur lequel les entreprises postent, leurs recherches, d'alternants. Donc on va vraiment rédiger, une candidature, en entreprise comme si on recherchait un emploi, j'allais dire classique, c'est-à-dire avec, CV, lettre de motivation et entretien derrière. Alors Fernando nous demande si les élèves ont accès à leur fiche à venir, Karine. Ils ont accès à leur fiche à venir le jour des résultats. C'est-à-dire qu'à partir du 30 mai, normalement, vous aurez accès à votre fiche à venir, mais pas avant. Alors Karine, est-ce que tu peux nous dire quand même quelques mots sur, comment ça se passe au moment des résultats? Le 30 mai, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Alors le 30 mai, concrètement, vous allez recevoir une réponse pour chaque, candidature que vous avez formulée. Alors ces réponses, elles peuvent prendre 4, formes différentes, en fonction de si c'est une formation sélective ou une formation non sélective. On en a parlé tout à l'heure. Donc sur une formation sélective, vous allez pouvoir avoir comme réponse «oui», c'est le meilleur des cas, vous êtes pris, tant mieux. Il faudra donner une réponse. Est-ce que oui ou non ça vous intéresse toujours? Vous pouvez, et ce sera le cas certainement, tout au début de la procédure, avoir, une réponse, en attente, ou vous pouvez avoir, la réponse «non». Voilà, donc en attente, ça signifie que vous êtes sur liste d'attente et qu'il faudra attendre les réponses des personnes qui sont avant vous sur la liste, pour voir votre chance d'avoir une proposition, remonter. Non, ça veut dire que bon voilà, c'est définitif, on ne revient pas dessus. Sur les formations non sélectives comme la licence, PASS, donc pour la 1 année des études de santé, ou ce qu'on appelle le PPPE, c'est le parcours préparatoire au professorat des écoles. Ce sont des formations, donc comme je disais tout à l'heure, qui sont non sélectives. Ça veut dire que vous n'aurez jamais de, non. Mais vous pouvez avoir comme réponse, oui. Vous pouvez également avoir comme réponse «oui, si». Ça veut dire que, on vous accorde, c'est une réponse positive, hein, «oui, si». C'est-à-dire que vous êtes pris, sauf qu'on l'établissement a jugé que votre profil était peut-être un petit peu fragile, et du coup, il vous proposera un aménagement, de la première année pour, maximiser, vos chances de réussite. Et enfin, vous pouvez avoir en liste d'attente, et c'est là où ça peut être traître, c'est que pour certaines licences en tension, vous pouvez être sur liste d'attente jusqu'au bout, en fait, et que ça ne se transforme jamais en proposition. C'est pas la majorité des cas,
bien heureusement, mais Heureusement, voilà, il faut être ouais. vigilant. Et pour toutes ces filières, qui sont sélectives ou qui ont un nombre de places limite, je pense par exemple au BUT, vous pouvez vous retrouver sur liste d'attente en réalité au moment, de la publication des résultats, de la première vague en tout cas de résultats. Quand vous allez, consulter le moteur de recherche, vous allez voir bien sûr le nombre de places, possibles dans la formation. Vous allez voir aussi le nombre du dernier appelé, c'est-à-dire l'année précédente. Combien d'élèves sur liste d'attente ont été pris? Ce qui pourra vous donner peut-être une idée au moment des résultats aussi. Est-ce que vous avez des chances ou pas en fonction de votre place sur la liste d'attente? Ouais, Donc là aussi, totalement. vous inquiétez pas, vous avez toujours des indices, des éléments qui vous permettent de dire: «Est-ce que j'attends ou est-ce que je passe à autre chose?» Totalement et passer à autre chose, ça peut prendre la forme d'une candidature sur ce qu'on appelle la phase complémentaire. Donc c'est le deuxième tour Parcoursup sur place restante. Mais ça, on aura le temps de le détailler, un petit peu plus tard. J'en profite pour dire un élément que je n'ai pas précisé, c'est que vous êtes susceptible d'avoir des nouvelles réponses tous les jours. C'est-à-dire que la plateforme les fameuses listes d'attente, en fait, évoluent, la nuit et le lendemain matin, du coup, des places sont susceptibles de se libérer tous les jours. Donc tous les matins, le petit rituel quand vous voilà, à partir du 30 mai, votre petit rituel sera, d'aller, voir un petit peu si vos places ont évolué, si vous avez finalement reçu des propositions et attention, quand vous recevrez des propositions, vous avez un temps limite pour répondre à ces propositions, les accepter ou les refuser. Alors Mais ça, on Karine, y reviendra, une question qui revient souvent, qui je comprends peut être très angoissante. Et si jamais on a pris toutes les précautions, qu'on a bien diversifié ses vœux, qu'on a, voilà, fait attention à prendre différents niveaux de mmh. sélectivité, mais qu'on n'a pas de réponse positive, qu'on a que des réponses négatives ou en attente, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si effectivement on n'a que des réponses en attente et qu'on voit que la position sur liste d'attente, ça va être vraiment très compliqué ou des réponses négatives, donc il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. La 1re, je dirais, c'est de saisir ce qu'on appelle la KS, c'est la Commission d'accès à l'enseignement supérieur. C'est une instance qui est justement chargée de trouver des solutions pour les élèves qui, sont, sans solution justement. Et pour cela, vous allez au moment de vous inscrire, quand vous allez remplir vos rubriques, sur Parcoursup, vous allez avoir la possibilité de remplir une rubrique qui s'appelle «Mes préférences» ou «Ma préférence», et qui permet justement de dire quel est votre projet professionnel et quelle est du coup la formation que vous souhaitez, particulièrement et donc pourquoi. Et donc la commission d'accès à l'enseignement supérieur, une fois saisie, pourra, essayer de vous trouver, une place, dans cette formation. Ça, c'est la première possibilité. Ensuite, on l'a évoqué, c'est l'alternance. Les candidatures en alternance, elles sont on peut les faire en dehors des plages, mi-janvier, mi-mars. On peut continuer à faire des candidatures en alternance, donc ça fonctionne très bien aussi. Après, ça dépend des formations, bien évidemment. Encore une fois, si c'est une prépa, il n'y aura pas d'alternance et puis, la 3e possibilité, je l'ai évoqué aussi rapidement, c'est donc la phase complémentaire de Parcoursup qui, cette année, démarre le 11 juin, je crois. À partir du 11 juin, on peut faire, encore une fois des nouvelles candidatures sur, des formations qui ont encore des places, disponibles et il y en a beaucoup. Alors chez Shida, pour répondre à votre question, si on dit oui à une formation, est-ce que tous les autres vœux sont supprimés? Pas les vœux en attente. Les vœux on peut conserver les vœux C'est en ça. attente, en attendant que vous d'évoluer dans le classement. Donc, pas Les d'inquiétude. réponses positives, vous serez obligé de n'en conserver qu'une seule. Si vous avez la chance d'avoir, 3 établissements qui vous ont dit oui le même jour, vous aurez un temps de réflexion qui sera, alors au début des réponses, ce sera plus long, sur la fin, ça s'accélère un petit peu, mais vous aurez 3 jours en général ou 4 jours pour vous décider entre ces 3 formations, mais il faudra bien en conserver qu'une seule et quand je dis en conserver une seule, ça ne veut pas dire que c'est définitif. C'est, si jamais celle que vous choisissez, n'est pas votre vœu préféré et que votre vœu préféré est toujours en attente, vous avez la possibilité de dire: «Bon, ben, entre ces 3-là, je choisis celle-ci temporairement, en attendant d'avoir la réponse, pour la formation pour laquelle je suis toujours en attente et que je préfère». On ne pourra Alors, pas vous refuser à l'issue. Erwan, une question, très intéressante, heu, donc Erwan nous demande si on refuse une demande et qu'on change d'avis, est-ce qu'on peut l'accepter ensuite?
Non, Erwan. Voilà, comme nous le dit, Elisa également, merci, j'en profite Mmh. pour remercier Elisa et Laetitia qui, vous voyez, vous répondent aussi, voilà, nos formidables collègues qui vous répondent aussi à l'écrit, et merci, à elles, pour ce travail et vous voyez, Erwan, c'est important effectivement d'avoir ça en tête. Une fois que vous avez refusé une formation, c'est définitif. Et tout à l'heure, vous savez, on vous disait au tout début de ce live que ça peut être bien, même si Parcoursup ne vous demande pas de classer vos vœux, de le faire pour vous-même. Et vous voyez, c'est pour cette raison-là, Erwan, que ça peut être Mmh. intéressant d'avoir pour vous un classement. Dans le cas où j'ai plusieurs réponses positives, laquelle va à mon cœur, si je puis dire, à laquelle je donne la préférence. Parce qu'une fois que vous avez refusé, vous ne pouvez pas changer d'avis. Et on sait que quand on n'a que 3 jours pour prendre une décision, on peut être sous pression, une décision en plus qui a de l'importance parce qu'elle peut Totalement. vous engager sur Mmh. plusieurs années. Et ben forcément, on se retrouve sous pression, on est stressé et quand on est stressé, on peut des fois prendre des mauvaises décisions ou en tout cas des Exactement. décisions qui ne sont pas à votre avantage. Donc c'est pour ça voilà. Quand vous avez, ce moment, on va dire, un peu privilégié avant que la plateforme ouvre, quand vous allez pouvoir consulter le moteur de recherche, donc entre le 20 décembre et le 17 janvier, prenez vraiment le temps de vous poser sereinement, de discuter en famille, dire: «Bah, voilà, on va faire cette liste de vœux et pour nous, juste pour nous, dans quel ordre on les place?» Et vous verrez, je pense que peut-être ça pourra vous aider, à certains moments de prise de décision. Alors, Karine, est-ce que tu veux, voilà, apporter encore quelques éléments, de conseils? Un conseil qu'on n'a pas donné, c'est sur au moment de l'inscription, la gestion des candidatures, il faut saisir une adresse email et je sais que Karine, tu as un conseil précieux, à ce moment-là. C'est vrai. Alors, je conseille toujours aux élèves de se créer une adresse, spécifique qui sera vraiment uniquement utilisée pour Parcoursup, pour éviter qu'effectivement on ait, des alertes, en fait, qui se noient dans le flot, des emails que vous pouvez recevoir tous les jours, les différentes sollicitations que nous recevons tous, tous les jours. Donc c'est bien de s'en créer une spécifique, pour ça. Et puis, c'est l'occasion de vous créer une adresse entre guillemets «un peu sérieuse», parce que, quand vous enverrez des candidatures, par exemple si vous choisissez de faire de l'alternance, bon, bah, c'est toujours bien d'avoir une adresse email, qui soit un peu sérieuse et qui soit pas, kiki80 voilà, gmail.com. Enfin, vous voyez, j'ai rien contre, mais bon, il faut essayer d'avoir quelque chose qui soit un peu sérieux. Et puis, j'en profite aussi pour dire ce que je l'ai pas évoqué, que quand vous allez vous inscrire, sur, Parcoursup, on va vous donner un numéro de dossier. Il sera important de conserver ce numéro de dossier parce que c'est celui qui va vous permettre de vous connecter à votre dossier, avec le mot de passe que vous rentrerez. Et à savoir aussi que, vous utiliserez cette adresse email également si vous envisagez de déposer un dossier social étudiant, le DSE, qui permet de demander, les bourses de l'enseignement supérieur ou qui permet de, faire aussi des candidatures pour des logements du Crous, des logements sociaux. Vous utiliserez cette même adresse et les 2 dossiers sont couplés en fait, et notamment, sur Parcoursup, c'est peut-être quelquefois un peu surprenant, mais on vous demande, les revenus de vos parents, et notamment enfin et si vous êtes boursier et donc c'est aussi pour ça, c'est pour voir un petit peu, heu, le comment dire? Pour les bourses, pour l'aspect social en fait de vos candidatures. Ouais. Alors Chacha qui nous demande si ce live sera enregistré. Tout à fait, il sera Il l'est disponible en oui. replay dès qu'il sera terminé, donc sur la page Facebook, Academia. Hem, on a beaucoup de questions encore sur la sélectivité, sur, toutes ces choses-là. Vous inquiétez pas, dès que la plateforme va ouvrir, vous allez pouvoir consulter le moteur de Mais recherche dès maintenant, en fait, on peut et alors là, ce sont les informations de l'année dernière encore, mais vous pouvez, voilà, dès que le live est terminé, vous pouvez aller sur Parcoursup, vous tapez parcoursup, .fr, et vous cliquez tout en haut sur «Rechercher une formation» et voilà, vous pouvez mettre, juste pour voir un peu comment ça fonctionne, vous tapez n'importe quoi, licence de droit, par exemple. Vous avez une carte qui vous permet de détailler un petit peu quelle est votre zone de recherche. Après, vous pouvez laisser sur toute la France si vous voulez, mais vous aurez plus de résultats. Et là, vous cliquez sur une fiche, n'importe laquelle, mais ne serait-ce que pour regarder un peu toutes les informations qui sont disponibles. C'est franchement, c'est très, très complet.
Voilà, donc surtout, voilà, faut que Parcoursup passe de votre meilleur ennemi à votre meilleur ami et pour ça, il y a Exactement. pas de secret, bah, faut l'apprivoiser donc voilà, prenez du temps, consacrez-lui du temps et vous verrez, voilà, finalement ça va bien se passer. Voilà, Elisa a répondu à cette question d'Hugo. Oui, Hugo, on peut préparer, son entrée en école d'ingé, notamment avec Il faut Academia donc préparer voilà, il faut ces accès. préparer, c'est vraiment, Mmh. En parallèle de la maximiser, terminale. voilà, Mmh. ses chances. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter votre centre Academia pour ça aussi. Merci à tous pour vos messages. Hem, on va, voilà, devoir s'arrêter là. Exactement, c'est Si les vous questions reste sont toujours encore très nombreuses, hein, voilà, sur si cette vous reste encore des thématique. questions, bah, là aussi, contactez votre centre Academia, demandez à être mis en relation avec un conseiller, d'orientation. Vous allez voir, ils font un travail, formidable. Merci à tous pour vos messages. On était vraiment ravis d'être avec vous ce soir. On sera à nouveau avec vous, je vous l'ai dit, en janvier et en mai pour vous accompagner à chaque étape clé, de la procédure, Parcoursup. Et Merci puis Karine. et bah, merci à toi Aurélie, mais je voulais aussi également dire: «Tout va bien se passer». Voilà, tout va bien se passer, pas de panique et merci à Elisa et Laetitia aussi d'avoir été là, avec nous, ce soir. Karine, merci pour tous tes conseils également et on vous Avec souhaite à plaisir tous, une très, très bonne soirée. Merci. et à bientôt.